Dan Sperber est un anthropologue français qui est notamment connu pour sa critique du structuralisme, qu'il a publié sous le titre « Le structuralisme en anthropologie », mais il a également développé plusieurs théories de la communication, notamment avec Deirdre Wilson, et un livre paru en 1995, « La pertinence, communication et cognition ». Puis en 1996, La contagion des idées. Il sera question de ce livre dans cette vidéo. Alors il est intéressant de lire La contagion des idées dans le prolongement de ses travaux, notamment parce que certaines notions qu'il a développées auparavant ressurgissent. Je pense à la pertinence, à son intérêt pour la mémorabilité des représentations. Il faut également voir la contagion des idées comme le prolongement de ses précédents travaux, car sur les 6 chapitres qui composent la contagion des idées, 5 ont déjà fait l'objet d'articles ou de conférences. Si Dan Sperber s'est illustré dans un travail d'épistémologie de l'anthropologie en tant que structuraliste de seconde génération, comme l'écrivait François Wahl, il est surtout intéressant de voir comment une critique du structuralisme l'a amené à formuler une théorie naturaliste de la culture. Il nous donne des premières réflexions épistémologiques. Tout d'abord, ce que dit Dan Sperber, c'est que l'anthropologie formule non pas des explications, mais des interprétations. Il prend l'exemple de 3 types d'interprétations. La première sont les généralisations interprétatives. Le deuxième type d'analyse qui pour lui est une interprétation, ce sont les explications structuralistes, puis il en vient aux explications fonctionnalistes qui pour lui sont encore une fois des interprétations et ne donnent pas une explication causale des faits observés. Et le 4e modèle qu'il donne, c'est le modèle épidémiologique, c'est-à-dire son modèle, et il explique qu'il cherche à répondre à la question pourquoi est-ce que certaines représentations sont contagieuses et réussissent mieux dans une population donnée. Il tend donc à expliquer des macrophénomènes par rapport à des microphénomènes, c'est-à-dire des processus individuels et interindividuels. Ensuite, ces réflexions portent sur la notion de matérialisme. Qu'est-ce que le matérialisme en sciences sociales? Comment est-il utilisé? Il fait à ce moment-là une comparaison entre le matérialisme tel qu'il peut être vu en sciences sociales et le matérialisme en sciences cognitives. Il en vient alors à expliquer ce que sont des représentations. Il existe 3 types de représentations: les représentations mentales, celles qui nous sont propres à un individu, les représentations publiques, c'est-à-dire des représentations mentales qui ont été transmises, et enfin des représentations culturelles, qui sont des représentations publiques massivement propagées. Pour lui, une représentation, c'est une relation en réalité entre une représentation, son contenu et un utilisateur. Il reprend en ces termes la description linguistique signifiant-signifié, et cette représentation va lui être reprochée. Il va être critiqué pour cette forme de dualisme. Dans cette théorie de la communication, Dan Sperber se montre critique envers les théories du codage, décodage, de l'imitation ou encore du phénomène de mème que Richard Dawkins décrit. Pour Dan Sperber, une représentation est toujours transformée, c'est toujours une forme d'interprétation, elle ne se reproduit pas à l'identique. C'est là où sa comparaison entre épidémiologie et virologie s'arrête. Également, une représentation, lorsqu'elle est transmise, modifie, ou du moins son utilisateur modifie l'environnement. Et en ce sens, je trouve qu'il a une réflexion assez proche de l'école de Palo Alto, et en particulier de Gregory Bateson, qui a développé l'écologie de l'esprit, et qui montre justement que l'individu et l'environnement ne sont pas deux choses isolées, mais au contraire sont tout le temps dans l'interaction. Pour Dan Sperber, donc, une explication épidémiologique, c'est identifier des processus environnementaux, biologiques et psychologiques. Par exemple, en facteurs environnementaux impactants, on peut citer les cris, qui est une mémoire externe et qui va donc favoriser la mémorabilité de représentation. Et également, pour lui, une explication causale, c'est justement repérer une chaîne causale, c'est-à-dire entre représentation mentale et représentation publique. Il prend l'exemple des mythes et montre comment une chaîne causale pourrait être réalisée entre récit et histoire. Dan Sperber s'engage donc dans une anthropologie cognitive, ce qui semble naturel au regard de son articulation entre structuralisme et théorie de la pertinence. On a d'un côté un héritage lévi-straussien qui cherche à dégager les structures de la pensée,
en théorie, et en pratique, Dan Sperber montre que ce structuralisme se heurte à trop d'obstacles. Et d'un autre côté, on a un héritage dû à la révolution cognitive qui tend à expliquer en termes naturalistes les comportements à partir de la communication, notamment cybernétique. Par ailleurs, il est intéressant de voir comment Dan Sperber va reprendre des arguments de Noam Chomsky qu'il avait énoncés contre le structuralisme et comment il va fonder sa théorie dessus. Il critique également Jerry Fodor qui a initialement pensé le cerveau en modules, mais qui était contre une modularisation massive de la pensée, tandis que Dan Sperber est lui en faveur d'une modularisation massive. À partir de la distinction entre croyances intuitives et croyances réflexives, Dan Sperber développe un environnement modulaire du cerveau où chaque module est plus ou moins spécialisé. Il se constitue d'un premier niveau, avec les modules perceptuels. Ils reçoivent des inputs sensoriels, comme une onde qui se propage lorsque l'on parle, et ils vont produire à leur tour des outputs conceptuels. Cela permettra l'élaboration de croyances intuitives. Les outputs conceptuels peuvent être repris par d'autres modules appelés modules conceptuels de premier ordre. Ces modules conceptuels reçoivent donc des inputs conceptuels, reçoivent donc des inputs conceptuels, soit de modules perceptuels, soit d'autres modules conceptuels. Et ils produiront à leur tour des outputs conceptuels. Les croyances intuitives ainsi élaborées sont des descriptions, et leur vocabulaire est limité à certains concepts de base qui sont innés et universaux. La rationalité est donc due à des mécanismes de perception et d'inférence. À leur tour, ces outputs conceptuels peuvent être des inputs conceptuels pour d'autres types de modules, que sont les modules conceptuels de second ordre, ou alors appelés modules méta-représentationnels. Ces modules produisent des croyances réflexives, qui sont donc des interprétations de représentations, et leur rationalité est due à la source de l'information, par exemple un argument d'autorité. Dan Sperber précise que le module conceptuel de premier ordre, ou tout type de module conceptuel, a un domaine d'éléments dits propres et un domaine effectif. Le domaine propre, ce sont tous les éléments qu'il a fonction de traiter biologiquement, et le domaine effectif est en réalité un tri effectué par le module perceptuel. C'est ce que le module conceptuel va effectivement traiter, même s'il n'appartient pas forcément au domaine propre. Alors ce processus interprétatif, pensé en termes de modules, s'articule également avec trois termes clés que sont la pertinence, la mémorabilité, ces deux termes vont de pair, et l'attraction. Alors la pertinence, pour Dan Sperber, c'est le fait que l'acteur fournisse un moindre effort pour un maximum d'effets. Entendu, un moindre effort cognitif. Évidemment, la pertinence et la mémorabilité vont de pair. Et enfin, l'attraction. On peut se représenter l'attraction comme le jeu de la vie, où certaines représentations jugées peu pertinentes vont avoir peu de descendants, tandis que certaines jugées très pertinentes vont au contraire avoir plusieurs descendants et vont aller vers des pôles attractifs. Nous avons déjà cité quelques critiques qui ont été adressées à Dan Sperber. Bernard Lahire en a adressé d'autres. Notamment, il se demande mais que reste-t-il alors aux sciences sociales si nous ne pouvons pas expliquer mais seulement interpréter. Et également, il note une méprise sur l'autonomie ontologique de la culture. Pour lui, c'est seulement, je cite, un droit théorique pour interpréter. Et également pour Bernard Lahire, cette théorie doit maintenant être utilisée pour des travaux empiriques. Enfin, Bernard Lahire et David Berliner reconnaissent que pour Dan Sperber, il y a un réel pluralisme scientifique, au sens où les sciences sociales ont tout à fait leur place. Pour finir, on peut relire La contagion des idées au vu des recherches en épigénétique actuellement. Notamment pour Dan Sperber, l'esprit est une combinaison de nombreux dispositifs, en partie génétiquement programmés. Dans ces conditions, on peut légitimement se demander, dans ce cas, quelle est l'influence des gènes sur nos comportements et sur les variations culturelles. Bien que pour Dan Sperber, cette question doit rester de côté puisqu'elle est ancrée dans un processus historique trop long et donc on ne pouvait pas avoir de réponse.
Une deuxième interrogation repose sur le terme cognition que Dansperver substitue parfois au terme cerveau, esprit. Justement, au regard des travaux actuels en sciences cognitives, on tend à élargir le terme de cognition au-delà du cerveau, qui était d'ailleurs utilisé à des fins d'analogie avec l'ordinateur lors de la révolution cognitive. Et donc les travaux en sciences cognitives emploient de plus en plus l'expression cognition incarnée qui va au-delà du cerveau. Enfin, il semblerait que plane sur les travaux de Dansperver une ombre bayésienne, ou tout du moins une forme de bayésianisme. À plusieurs reprises, Dansperver insiste sur le fait que l'anthropologie soit une science interprétative, mais donc que la vraisemblance de fait avec une théorie ne veut en rien dire que cette théorie est vraie, et il le note à plusieurs reprises. La deuxième ombre bayésienne qui plane sur ce travail, sa vision probabiliste de l'esprit, où on aurait comme des jauges bayésiennes dans le cerveau, et on adapterait notre crédence à une théorie selon sa pertinence. Ce sont donc des questions ouvertes et qui restent en suspens.